Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo et vous sortir du mode pilote automatique au travail, comme dans la vie. Dans ce podcast, on parlera efficacité, bien-être, management, santé mentale, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre quotidien sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode avec une invitée toute particulière. Aujourd'hui, j'accueille Issane Awash avec moi. Bonjour Issane. Bonjour Marline. Est-ce que tu vas bien malgré la grisaille hivernale de Bruxelles ? Bien sûr que je vais bien. Être bien, c'est un choix. Je choisis d'être bien. J'adore cette réponse. Je la valide et j'invite tous nos auditeurs à toujours répondre comme ça. Et après, attends, non, parce que tu vas me lancer sur un débat là. Est-ce que c'est vraiment un choix d'être bien, pas bien, etc. Mais c'est hyper intéressant. En vrai, c'est hyper intéressant comme philosophie de vie, je trouve. J'ai vu des gens qui vivaient vraiment des galères et qui se disaient heureux et d'autres qui avaient tout pour être heureux et qui se disaient malheureux. Et donc, je me suis dit à un moment donné, je crois que c'est vraiment un choix. Alors, évidemment, c'est plus facile d'être heureux quand tout va bien, quand on a l'argent, quand on a la santé, quand on a la sécurité, quand on n'est pas dans un pays en guerre, évidemment. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu crois que il faut absolument, quand ça va mal, tu vois, quand tu as des périodes qui sont compliquées, on en vit tous, hein, la vie est compliquée pour tout le monde. Est-ce que tu penses que le fait de se dire « je vais aller bien », alors même si je vais mal à ce moment-ci, mais ça va aller et je vais m'en sortir, est-ce que ça, tu crois que c'est vraiment une force pour justement traverser les épreuves ? Oui, parce qu'il faut accepter ses vulnérabilités, en fait. Donc, être heureux, ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps un grand sourire, que je suis jamais énervée, que je pleure jamais, ou que je suis jamais juste down, en fait. Non, c'est une philosophie de vie. Je me dis, j'ai décidé d'être heureuse. Et pour ça, il faut accepter les fois où je suis pas bien, les fois où j'ai envie de rester chez moi, les fois où j'ai pas envie de voir des gens, les fois où je m'énerve aussi. Ça fait partie. Si on refoule nos vulnérabilités, nos émotions, à un moment donné, ça pète, en fait. Donc, c'est pas durable, de toute façon. Ok, j'adore. Super intro d'épisode. C'était pas prévu, mais voilà. C'était pas prévu, c'est là, mais c'est pas grave. Mais c'est ça qu'on aime, tu vois, dans ce podcast, c'est cette spontanéité-là. Alors, ce que je te propose, avant de rentrer dans les questions un petit peu de notre épisode en tant que tel, c'est un petit jeu, red flag par red flag. Tu me dis si c'est red flag ou pas red flag selon toi, ces situations-là. Ça va pour toi ? Donc, si je dis quand on veut, on peut. Red flag ou pas red flag ? Red flag. C'est du grand n'importe quoi, c'est du bullshit. J'y ai cru longtemps et aujourd'hui, j'ai compris à quel point c'était faux, en fait. C'est mensonger, en plus, c'est grave de mentir là-dessus parce que du coup, on se retrouve face à des injustices et on croit qu'après, on est responsable des discriminations qu'on subit, on est responsable de nos échecs, alors que c'est aussi une question de système. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de rien, mais on n'est pas responsable de tout. On n'a pas un contrôle sur tout. Et l'égalité et surtout l'équité n'est clairement pas acquise. On y reviendra sur cette petite question plus en profondeur dans l'épisode, puisque ce sera la première de l'épisode. Mais deuxième petit red flag, pas red flag. Avoir une politique de diversité en entreprise. Red flag ou pas red flag ? Pas red flag, ça dépend évidemment de ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est une politique de façade ? Est-ce qu'on veut juste avoir des Noirs, des Arabes, des femmes, une personne en chaise roulante sur la photo ? Ou bien est-ce qu'on veut aller plus loin ? C'est là où... C'est en général là, moi, quand j'interviens en entreprise, je le vois assez vite. Quand c'est juste de la diversité de façade ou quand il y a vraiment une véritable volonté de travailler sur l'ouverture, de travailler sur une entreprise ouverte. Bon, c'est le titre de mon livre, Open Up Your Organization, un petit peu de placement. Très bien, on en reparlera à la fin de l'épisode de ce placement. Mais voilà, en tout cas, avoir une politique de diversité, c'est une bonne chose. Il faut juste qu'elle soit mise en place, qu'elle soit transversale et qu'on y croit bottom-up et top-down. C'est ça. Moi, j'allais dire, j'ai un peu, entre guillemets, inventé. En fait, je sais pas du tout si j'ai inventé ce terme ou pas, mais c'est parce que je l'avais jamais trouvé avant. Mais justement, quand on parle de bien-être en entreprise, de diversité, etc., t'as parfois beaucoup d'entreprises qui viennent juste pour cocher les cases, comme tu dis, et donc qui vont mettre en place ces choses-là, pas parce que c'est vraiment une croyance profonde des dirigeants et des managers et de la structure, mais parce que il faut le faire. Et du coup, moi, j'ai appelé ça le cool washing. Tu vois, un peu comme on a le green washing. Là, je me suis dit, le cool washing. Est-ce qu'on valide ce terme de cool washing ou pas ? Oui, mais ça dépend où tu trouves. Parce que maintenant, avec Trump, c'est plus cool d'être orienté diversité. Tu vois ? Donc, parce que moi, justement, quand j'avais publié Open Up Your Organization, j'avais mis en 4e de couverture Diversity is fashionable. Mais en fait, c'est déjà faux. C'est juste il y a 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des entreprises qui arrêtent parce que sinon, elles ont des problèmes avec l'administration américaine, etc. Et il y en a d'autres qui continuent, qui persévèrent en disant, ils font encore plus un statement en disant pour nous, c'est important.
et d'autres qui sont un peu plus pragmatiques. Ils disent, on va continuer à le faire, mais on va plus appeler ça diversité, on va appeler ça leadership, par exemple. Ça passe. Et puis, du coup, mais ils continuent à le faire. Donc, ça, c'est quand même bien, Ouais, quoi. ouais. Ah, c'est intéressant ça, tu vois, le truc de... C'est plus une tendance aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est un truc, tiens, est-ce que tu vois un shift, toi? Je m'écarte un petit peu, hein, mais bon, tu le verras que je Ouais. m'écarte peut-être de cette trame red flag par red flag, mais On c'est est mal pas partis, grave. toi et moi. On est hyper mal partis, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime dans ce podcast, c'est cette liberté-là Ouais. d'expression. Mais est-ce que tu vois que justement cette tendance-là de bah, c'était cool, mais maintenant ça l'est plus, fait que les entreprises investissent moins aujourd'hui? Enfin, Ouais. c'est un truc que tu vois sur le terrain, toi? Ouais, franchement, et je suis intervenue d'ailleurs à 2 conférences en septembre et en novembre en entreprise, Ouais. sur cette thématique-là. J'ai même eu une cliente qui a dû annuler en fait le contrat avec moi parce qu'elle a dit: «Ben, maintenant mon siège aux States a dit qu'on fait plus de diversité». Ah Donc waouh. tu le vois Mmh vraiment, mh. Mmh. qu'il y a ce shift, et il y a aussi, une espèce de manière générale, au-delà de Trump, il y a aussi un contexte parce que de toute façon il n'a pas été élu, enfin il a Mmh. été élu, il n'a pas été élu Mmh. par hasard, je veux dire. Il y a aussi une fatigue, Oui. donc il y a des fois où je me dis peut-être qu'on a peut-être poussé trop loin, trop vite. C'est une question de gestion de changement parce qu'il Mmh. faut qu'on ait tout Mmh. le monde avec nous, et c'est pas le but de juste, d'avoir des toilettes mixtes et puis on passe à autre chose. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais. il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, et peut-être qu'on a poussé un peu trop vite sur tout, et du coup maintenant on a vraiment un retour en arrière, qui est quand même assez grave. Quand Ouais, même assez grave. ouais, et on en reparlera de ce retour en arrière dans l'épisode. Dernier petit red flag par red flag pour cette intro d'épisode. Demander en entretien d'embauche à une femme: «Est-ce que tu comptes avoir des enfants?» Red flag ou pas red flag? Red flag! Et c'est illégal d'ailleurs. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, mais je voulais quand même que tu me dises red flag. C'est ça. Mais par contre, demandez-le aux hommes, c'est pas grave. Non, je rigole. On veut bien. Mais alors, il faudrait que le congé, paternité soit un peu, Exactement. plus Non, mais il ne faut allongé. pas le demander aux hommes non plus, ça reste discriminatoire. Voilà, c'est discriminatoire, on ne veut pas. Maintenant qu'on s'est fait un petit red flag par red flag, est-ce que tu peux me faire une présentation de toi? J'allais dire en quelques mots ou là, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu, ce que j'ai fait au dernier invité au micro du podcast, en 3 phrases, et je me dis: «Tiens, c'est un peu challengeant en 3 phrases, donc est-ce que tu peux me faire une présentation de toi en 3 phrases?» OK. Bon, sache que je ne respecte, jamais les consignes. Alors Je l'ai pas du tout remarqué, mais moi non plus, c'est ça qui est bien. allez, je vais essayer. Alors, je suis, donc, autrice, donc de 2 livres et également de 2 contributions dans les ouvrages académiques. J'écris aussi des chroniques, pour le journal de Le Soir. Ouais. Je suis, entrepreneuse, sociétale parce que je travaille à la fois pour des transitions énergétiques, justes. J'ai fait essentiellement ma carrière d'ailleurs dans le secteur de l'énergie. Ouais. Je suis membre du conseil d'administration du régulateur bruxellois pour l'énergie et l'eau à Bruxelles. Et je travaille beaucoup dans des entreprises, mais également maintenant avec, des femmes spécifiquement, sur la question en fait du leadership qui englobe la question de la diversité, de l'inclusion, tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est technique de présentation, et cetera. Et j'adore faire ça parce que moi je trouve ça tellement génial de pouvoir travailler sur le on dit le inner, enfin de ce qui est à l'intérieur de soi, Ouais. et c'est avec ça surtout qu'on arrive à transformer en fait finalement ce qui est autour de nous. Donc je suis passionnée par le comportement humain. En fait, je m'en suis rendu compte, au fil du temps. Voilà, je sais pas combien de phrases, je crois que j'en ai fait 10, mais bref. C'est pas grave, j'ai pas compté. J'ai pas compté, j'étais tellement J'ai commencé fascinée par ce que j'ai tu m'as commencé dit, avec t'as commencé à une compter et puis non, mais c'est pas grave, c'était une très, très bonne présentation, bien concise, on adore. Moi, je trouve ton parcours, il est hyper riche et tu as fait plein, plein de choses, et c'est aussi pour ça que j'avais hyper envie de t'avoir au micro de ce podcast. On l'a dit tout à l'heure en introduction, un peu red flag par red flag, on a parlé de cette fameuse phrase: «Quand on veut, on peut». Mmh. Et tu m'as dit: «C'est hyper dangereux, Mmh. de parler de ça». On va parler de méritocratie parce que cette phrase, elle est liée à un peu cette idée de méritocratie qu'on peut avoir dans notre société. Donc déjà, moi, j'aimerais que tu me définisses ce qu'est un peu la méritocratie pour nos auditeurs, et puis Mmh. après, que tu me dises qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Alors la méritocratie, en fait, ce qui est assez, comique, c'est que le mot a été inventé comme une satire. Donc c'est le sociologue, britannique Michael Young qui a publié un livre en 1958, si je ne me trompe pas, et il parle justement, de Rise of the Meritocracy, et donc c'est la montée de la méritocratie, et Ouais. donc lui, il a créé ça, c'est le 1er à avoir utilisé ce mot-là, comme une satire en voulant dénoncer justement cette société où soi-disant tout est basé sur le mérite, Mmh. et après ça a été utilisé comme un vrai, slogan. C'est fou, en fait, ça. Moi, tu vois, je connaissais pas cette anecdote, c'est fou, en Ouais, fait. mais c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Et Oui. donc, en fait, on a utilisé
En fait, le titre, on a utilisé le mot qu'il a inventé, mais on a complètement dénaturisé son travail, Ouais. qui pourtant a été repris d'ailleurs par d'autres sociologues. Il y a Mhm. notamment Michael Sandel aussi, qui a écrit The Tyranny of Meritocracy. Il y a eu plusieurs ouvrages aussi qui ont repris ça. Mais on a voulu, en fait, en cassant un peu l'aristocratie, en se disant, finalement, maintenant, l'éducation est accessible à tout le monde. Mhm. Donc, ça veut dire que quand on rend accessible l'éducation, les soins de santé, ça veut dire que tout le monde était, les hommes, les femmes, tout le monde est égaux, en fait, dans la société. Et on se dit, il suffit maintenant de le vouloir. Ouais. C'est un peu ça le principe. Et ça, c'est beau de se dire ça. Sauf que Ouais. sur le principe de se dire, c'est magnifique. Oui, c'est vrai, quand on veut, on peut. Quand on veut, on Ça donne du peut. courage. Voilà, si tu as envie, tu peux y arriver. Et donc, on se dit, finalement, sky is the limit. Hein, donc, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Ouais. Moi, j'ai grandi avec cette logique-là. Mhm. Moi, j'ai grandi donc de parents d'origine marocaine qui ont été éduqués, eux, justement, au Maroc, mais qui viennent de familles qui sont pas forcément, tout le monde n'a pas forcément fait des études. Ouais. Et donc, j'étais déjà dans cette optique-là de, regarde tes parents, déjà, ils sont sortis, ils ont fait des études, etc. Mhm. Ma mère était une des rares femmes aussi à aller à l'école. En plus, elle excellait en mathématiques. Donc, je veux dire, ça cassait pas mal de mythes. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et puis, du coup, pour moi, faire l'UNIF, c'était normal. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte que malgré toutes les discriminations que j'ai pu avoir en étant d'origine marocaine, avec le foulard, etc., Ouais. j'étais aussi une privilégiée. Parce que pour moi, faire des études, Mhm. c'était normal. Tu vois, je me Mhm. suis pas posé la question de est-ce que je fais des études ou pas. C'était juste quelles études je fais. Ouais. Et donc, j'avais déjà un privilège là, Ouais. tu vois, que tout le monde n'a pas. Oui. Et donc, si tu me compares avec quelqu'un qui a été éduqué, qu'importe les origines finalement, mais où les parents n'ont pas fait d'études et qui se dit tout de suite je vais aller prendre un travail manuel ou qu'importe, Ouais. il y a déjà une iniquité là qui se crée. Ouais. Et donc, c'est cela aussi, se dire c'est pas juste quand on veut, on peut, parce qu'en fait, ça dépend de ton contexte, ça dépend de ce que tu nais. Il y a aussi une étude qui a été faite qui démontre qu'on a besoin de 4 générations en Belgique pour qu'un enfant change de niveau socio-économique. C'est ça. Ouais. Tu t'es dit, c'est un truc de dingue. Donc, c'est pas juste tes parents, etc., comme on peut le croire aujourd'hui. Mhm. Et j'ai accompagné beaucoup de jeunes il y a quelques années. J'ai créé des associations, j'ai accompagné des jeunes et je voyais des jeunes qui devaient travailler, par exemple, le samedi. Parce qu'il n'y a pas assez à manger à la maison. Et donc, comment tu peux comparer? D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sur la RTBF, il faisait un petit reportage sur la précarité étudiante. Mhm. Mais comment est-ce qu'on peut comparer un étudiant qui ne fait que étudier, qui n'a pas besoin de travailler, avec quelqu'un Ouais. qui doit étudier pour payer son code, pour payer sa nourriture, pour payer ses cours, etc. Ouais. Donc, il y a une iniquité là. Donc, Ouais, c'est pas qui quand se on veut, crée, on ouais. peut. Ouais. Tu Ouais. vois? Ouais. Et donc, il y a les inéquités socio-économiques et puis il y a les inéquités encore de discrimination. Si tu n'as pas les codes et si tu n'as pas l'apparence d'une majorité, Mhm. tu as aussi des bâtons dans les roues. Mhm. Donc, moi, quand je cherchais un job, c'était pas aussi facile que mes copains de Solvay, quoi. Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais. Et malgré ça, j'y ai cru longtemps, hein. Mhm. Vraiment, je crois que le déclic, c'est quand j'ai eu ma première discrimination sexiste au travail. Ok, ouais, j'allais dire justement parce que Ouais. ce mythe, quand on veut, on peut, il est hyper difficile à déconstruire. Moi, tu sais, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 4 ans d'ici. C'est aussi ce qu'on disait tout le temps. Et puis finalement, on se dit, non, quand on veut, on peut pas toujours. Et juste comme tu le dis, il y a plein d'inégalités. Et encore, moi, je suis encore plus privilégiée que toi parce que moi, je suis d'origine blanche, une femme, donc j'ai des discriminations liées à mon sexe et à mon genre féminin. Mais tu vois, entre nous deux, effectivement, j'ai pas le foulard et j'ai pas une origine comme toi. Et donc, ça aussi, ça me donne des privilèges par rapport à toi, dont je dois aussi être consciente, moi, en tant que femme. Et c'est ça. hyper important de le prendre en compte. Mais c'est vrai que tu te dis, oui, le quand on veut, on peut, il n'est pas. Non, en fait, il Ouais. n'existe pas. Donc, toi, ton déclic, tu le dis, c'est quand tu as été face à du sexisme. C'est quoi un peu, justement, l'histoire qu'il y a derrière? Alors, en fait, j'avais une très bonne évaluation. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai grandi un peu avec le syndrome de l'imposture. Et puis, c'est cette pression de l'excellence, c'est que je devais faire mieux que les autres pour y arriver. Et donc, je me disais, il faut que je fasse mieux que les autres pour avoir la même chose. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il fallait que je fasse mieux que les autres et que j'allais avoir moins. Et c'est là où vraiment j'ai eu un déclic, tu Ouais. vois, parce que me dire je dois faire plus que les autres, je me disais c'est pas grave, tu sais, je suis positive nature, c'est pas grave, ça va me pousser à l'excellence, etc. Tu Ouais. vois, mais déjà, en fait, rien que ça, j'avais pas compris à ce moment-là à quel point c'était profondément inéquitable parce que
bah, il y a un coût aussi à ce sacrifice. Il y a un coût à faire l'excellence. Donc, je veux dire, si pour avoir un job, moi, je devais avoir une grande distinction à Solvay et quelqu'un d'autre n'avait besoin que d'une satisfaction, bah, il y a un coût aussi à ça. Tu vois. Et donc, ça aussi, c'est sous-estimé. Et c'est ça que je reproche aussi aux entreprises, pour faire le lien avec ce que tu disais sur la politique de diversité, c'est qu'on demande souvent aux personnes qui sont déjà discriminées, qui sont déjà racisées, d'en plus mener les combats à l'intérieur de l'entreprise pour du changement. Alors que ces gens-là ont déjà beaucoup plus souffert, ont déjà c'est plus ça. bataillé et tout. Mais bon. Et donc, moi, j'avais donc une très bonne évaluation. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon manager m'avait donné 4,5 sur 5. Et moi, j'étais en panique, en fait. Je lui dis, mais Pourquoi j'ai pas 5? Ouais. C'est fou ça quand même. Hein. J'étais en stress, Ouais. j'étais en insécurité, en fait. Je me disais, mais en fait, si j'ai pas 5 sur 5, ça veut dire que je suis virable, je suis dispensable. Enfin, Waouh. tu vois, j'avais cette pression et je me Ouais. disais, sois déjà contente d'avoir trouvé un travail avec ton foulard, donc enfin, cartonne, quoi. Et donc, je me rappelle, je disais: «Mais pourquoi j'ai pas 0,5, qu'est-ce qui me manque?» Il me disait: «Mais il y a rien qui manque, en fait, c'est le maximum, on donne pas 5 sur 5». Je dis: «Oui, mais alors dis-moi ce que je dois faire pour que l'an prochain j'ai 5 sur 5». Il me disait: «Mais rien, c'est le maximum, je peux pas donner plus». Tu n'auras pas. C'est pas possible, il y a rien qui manque. Je disais: «Mais s'il y a rien qui manque, j'ai 5 sur 5, je comprends pas». Donc bref, et mon manager était adorable. Et après, en papotant avec un gars qui avait commencé en même temps que moi, donc même grille salariale, parce qu'au début, c'est génial, hein, tout le monde a la même grille salariale quand tu es junior. Ouais. Et puis, il me passe il avait 3,5 et donc il avait 3,5 sur 5. Moi, j'avais 4,5 Ouais. et il avait une plus grande augmentation salariale que moi. Ouais. Et là, tu te dis, il y a un problème. Et en fait, là, j'ai compris. Moi, quand on m'a dit: «Tu auras autant de pourcents», j'ai dit: «OK, merci». Lui, il a dit: «C'est pas assez, il faut plus». Tu vois? Et donc, c'est là aussi, là où intervient aussi la partie autodiscrimination. Oui. C'est quand tu connais pas les codes. En fait, moi, je savais pas qu'on négociait. Oui. Tu vois? Mais ça, c'est un truc très. Moi, je l'ai déjà lu dans plein d'études et je l'ai déjà entendu aussi dans plein de gens. C'est très féminin-masculin, ça, Ouais, pour le coup. exactement, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement, stress féminin-masculin. Et donc et j'ai pas compris, tu vois? Et du coup, en plus, le gars, il se pavanait, enfin, il racontait à tout le monde, sa négociation et tout. C'était très bête de sa part, hein, mais voilà. Et donc, du coup, moi, franchement, j'ai pété un câble. J'ai vraiment Ouais. pété un câble à ce moment-là. Et je me disais: «J'ai grandi avec le racisme, mais j'ai pas grandi avec le sexisme». Tu vois? Donc, au-delà des remarques et cetera, mais là, j'ai vraiment senti la Là, tu l'as première ressenti. violence sexiste, quoi. Ouais. Là, j'étais traitée différemment parce que j'étais une femme, Ouais. pas parce que j'étais racisée. Et c'est là où j'ai pris conscience de ça et j'ai commencé à travailler justement plus avec des groupes de femmes et cetera et me rendre compte. Et je me rappelle une fois, je me disais: «Mais purée, même les femmes blanches, elles galèrent, en fait». Oui, oui, oui. Mais pour moi, c'était en fait, l'égalité, homme-femme était acquise. Ça a vraiment été un choc, ouais. Et non. En fait, Ouais. finalement, on s'en Ouais. rend compte. Je t'avoue que moi, je lis de plus en plus de bouquins féministes. J'ai longtemps été quelqu'un qui disait que j'étais pas féministe, mais que j'étais humaniste. Ouais. Parce que pour moi, je cherche l'égalité homme-femme. Et donc, cette égalité homme-femme, pour moi, ne peut pas être mise en valeur par un terme qui met justement Exactement. plus en lumière quelqu'un, enfin, un Ouais, sexe un qu'un genre, autre, quoi, parce ouais. que justement, c'est ça qui crée la confusion. Mais en fait, quand tu lis des bouquins féministes, etc., et que tu vois l'histoire du féminisme, en fait, le féminisme, c'est justement cette lutte pour Exactement, l'égalité, mais exactement. parce que les femmes ont eu moins de droits que les hommes. Tu n'avais C'est pas le ça. droit de vote, tu n'avais pas le droit d'exister dans la société, tu n'avais pas le droit d'être indépendante. Et donc, en fait, tu te dis, bah non, tu peux plus dire humaniste, parce Ouais. que humaniste, ça voudrait dire que toute cette inégalité-là qui a C'est existé et ça. où on a effacé le rôle de la femme, bah, c'est comme si tu la niais aussi. Et Exactement. donc, je me suis dit, bah non, en fait, je suis féministe. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a plein d'inégalités Ouais. à ce niveau-là aussi. Mais par contre, bah, comme je te le disais tout à l'heure, moi, en tant que femme blanche, bah, j'ai moins d'inégalités que toi. Toi, tu l'as dit, tu as subi du racisme, tu as subi aussi du sexisme. Le sexisme, c'est quelque chose que je connais. Le racisme, c'est quelque chose que je connais pas. Et ça, bah, moi, je dois bien l'avouer. Quand on a des privilèges comme ça qui sont un peu invisibles, enfin, est-ce qu'ils sont vraiment invisibles ou est-ce qu'on choisit de les invisibiliser? Je sais pas, vas-y, réponds à cette question. Non, ils sont c'est un peu des 2, hein, je veux dire, il y a des trucs qui sont très visibles, il y a des trucs qui sont plus subtils. Il faut rappeler aussi que le racisme, voilà, c'est puni ça par la loi, donc Ouais. les gens sont aussi plus subtils. Code discriminant par rapport à, par exemple, à un logement. Donc un propriétaire, il va pas dire: «Je veux pas d'arabe» et il va juste dire: «Ah mais j'aime pas cette candidature, je préfère une autre». Ouais. Donc il y a aussi ces côtés-là où c'est plus compliqué, en fait, à mesurer. Il y a aussi les gens qui portent pas toujours plainte parce que c'est fatigant de porter plainte, même si franchement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits avec une IA où tu peux juste déposer en ligne une plainte et tout, mais souvent les gens savent pas aussi. Ouais.
Mais c'est des choses qui sont importantes pour traquer, en fait, pour savoir de quoi on parle. Et puis après, pour négocier des subventions publiques aussi. Donc, c'est ça que malheureusement, on n'est pas suffisamment éduqué par rapport à ça. Oui, c'est ça, par rapport à ces privilèges-là. C'est ça. Mais quand tu parles des privilèges, moi, je crois que c'est important aussi parce que quelquefois, quand j'interviens dans des entreprises, surtout quand j'interviens à un niveau de management, c'est essentiellement des hommes blancs et la diversité, c'est des femmes blanches, en minorité en plus. Je dis souvent, je ne vous dis pas que vous avez des privilèges pour culpabiliser. En fait, on est ce qu'on est. Il faut être fier de notre identité. En fait, je suis fière de mes privilèges. Comme je disais, j'ai aussi des privilèges. C'est juste comment est-ce que, déjà d'en avoir conscience que d'autres ne les ont pas. Et puis, comment est-ce que je peux utiliser mes privilèges pour aider ceux qui ne les ont pas. C'est plutôt ça. Parce que pour moi, c'est essentiel de comprendre. Et comme je travaille dans le développement personnel, je vois que je suis en désaccord avec beaucoup de choses de praticiens qui sont dans le même milieu que moi. C'est que pour moi, on est des êtres humains l'être humain est social, c'est un être social et donc on vit en société et donc on a une responsabilité individuelle mais aussi par rapport aux autres. Et donc travailler que sur toi, sur ton bien-être, moi ça m'intéresse pas. Tu vois. C'est comment est-ce que tu peux aussi améliorer ceux autour de toi. Sur le collectif. Tu vois. Et donc j'ai des privilèges, comment est-ce que j'utilise pour rendre la société meilleure, comment est-ce que j'utilise pour aider les autres. Justement, tu vois, moi, il y a plein de fois où tu es quand même témoin de racisme. Enfin, typiquement, si je te prends le racisme, puisque c'est pas subi, le sexisme, c'est subi pour moi, le racisme pas. Mais j'ai déjà été témoin de racisme. Un exemple qui m'est arrivé récemment, il y a quelques mois, je descends en France, je vais en France en Flexbus. Ou Flixbus, enfin bref, on s'en fout de la marque exacte. C'est ça. On ne fera pas de pub pour eux. C'est ça. Et du coup, on se fait contrôle douane. Ok, super. Donc déjà, toi, tu paniques, t'es à bord de ton petit bus, t'as rien demandé, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Donc t'arrives en France, contrôle douane. Donc ok, on nous arrête sur une aire d'autoroute, t'as 4 bagnoles de flics qui viennent, etc. Super. Et là, il y a des blancs dans le bus, il y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui sont voilés, il y a des gens, enfin, t'as toutes les origines. Ouais, c'est ça. Chaque fois qu'il y a une personne d'origine étrangère, entre guillemets, donc il y a un noir, il y a un monsieur qui est, je sais pas s'il est marocain, tunisien ou quoi, je connais pas son origine exacte, mais tu sais qu'il est pas typé belge, entre guillemets, même si. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est d'être typé belge? Enfin voilà, aujourd'hui, on a une grande diversité aussi en étant belge de nationalité. Mais donc tu vois bien qu'on a plein d'origines. Et ben à chaque fois, c'est les questions normalement, c'est vous allez où? Exactement dans Paris. Est-ce que vous avez une valise en soute? Et si vous avez une valise en soute, bah, vous descendez du car, vous prenez toutes vos affaires, vous descendez du car et on va contrôler. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe devant moi pour les personnes qui sont racisées. Il arrive à moi et là, il me dit vous allez où? Je dis bah à Paris. Qui me pose pas plus de questions. Il me dit pas oui, mais où à Paris? Alors que les autres personnes avant moi, il s'est excité dessus. Vous avez une valise en soute? Oui. Il y a quoi dedans? Des fringues et du make-up. Ok. Il passe à la suivante, qui est une blanche aussi. Même chose que moi. Il repasse derrière à une personne qui est noire. Ok, vous prenez vos affaires, vous descendez du car. Et là, je me dis, il y a un truc hyper problématique qui est en train de se passer. Je suis en train de le vivre. Je suis hyper mal pour ces gens. J'ai même honte qu'on leur demande de faire ça, tu vois. Parce que moi, je me dis, attends, non. Enfin, moi, j'étais prête, tu vois, j'avais mes affaires, j'avais pris mon sac et moi tout. aussi, je vais te contrôler. Mais c'est ça, j'étais prête à descendre. Alors, ça m'arrangeait, tu vois, pas descendre du car évidemment. Mais là, tu te dis, ok, là, je suis face à du vrai racisme. Est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis pas? Comment je réagis? Parce que je t'avoue, je suis en France toute seule, j'ai pas envie de me faire embarquer au commissariat non plus, tu vois. Donc, t'as toujours un peu ce truc de est-ce qu'il faut réagir? Est-ce que les personnes qui, elles, ont été victimes de ce racisme vont mal le prendre? Est-ce qu'elles seront contentes? Donc, tu vois, c'est difficile de savoir aussi, même si tu es conscient de ton privilège, comment tu fais pour réagir? C'est quoi ton conseil, toi, par rapport à ça? Moi, je crois que déjà, il faut réagir en notre nom propre et pas réagir au nom des personnes qui sont victimes de racisme à ce moment-là. Parce que ça, c'est important parce que ça, j'ai déjà vu des personnes qui vont parler au nom des autres. Mais t'as vu, elles se sentent super mal. Ben oui, là, maintenant, elles se sentent super mal. En fait, elles se sentaient peut-être pas mal. C'est ça. Rien, et en fait, tout le monde n'a pas à être militant. Tout le monde n'a pas à avoir tout le temps la force. Et même quand on est militant, parce que c'est quoi être militant? C'est un autre débat. Même quand on a quelquefois la force de se battre et quelquefois on n'a pas la force de se battre, on a le droit. Donc ça, les personnes racisées, elles ne doivent pas tout le temps se lever et dire « oui, mais c'est dégueulasse, pourquoi moi ?» etc. Par contre, justement, je trouve que c'est plutôt la place des autres qui assistent, qui sont du coup pas les victimes, d'intervenir. Et comme je dis, de ne pas intervenir au nom de la personne, mais de dire « écoutez, je pense qu'ici, il y a un problème. J'ai remarqué que vous avez contrôlé que les hommes d'origine étrangère, que les hommes de couleur, et que finalement, les autres, pas vous vous rendez compte de ça. » Et donc, ne serait-ce qu'engager la conversation et faire prendre conscience du déclic qu'il est en train de commettre un délit de faciès,
Parce que souvent, les gens ne se rendent même plus compte, en fait. Oui, ça c'est vrai. Surtout un policier, surtout, ils ont ce truc de reproduire des schémas Mmh. racistes. Bah, ils ont aussi, en vrai, dans la police, pour connaître aussi quelques amis qui sont dans la police, ils ont des briefings aussi, Ah qui oui, sont racistes, ah oui, à profondément, Bruxelles, tu il y a vois? un gros problème par rapport à ça. Ouais, C'est qu'on a énormément de policiers qui sont non bruxellois qui arrivent et qu'on leur dit ouais, attention les Arabes, etc. Donc, ouais. c'est ça. Mais donc, moi, je pense qu'au contraire, on a une responsabilité de devoir agir Ouais. en notre nom propre par rapport à quand tu parlais tout à l'heure d'humanité. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que Mmh. moi, en tant qu'humaniste, ici, il y a quelque chose qui me pose Oui. à moi problème. Ouais, ouais. Tu vois. Ça, je suis d'accord et c'est vrai, mais c'est intéressant, tu vois, quand tu le dis, d'agir en son nom propre et de pas se poser en mode sauveur de ces C'est personnes-là et de ça. dire: «Oh, non, mais t'as vu ce que tu lui fais et tout». Non, en fait, moi, ça me dérange que tu fasses ça C'est parce que ça, moi, je exactement. me mets en égal par rapport à cette personne C'est ça. et donc si tu traites cette personne de cette manière-là, bah, il y a aucune raison que tu me traites pas moi de cette C'est ça. manière-là aussi. Donc ouais, Exactement. c'est super intéressant de le dire comme ça et est-ce que, parce que outre ça, du coup, donc parler en son nom propre. OK, ça on valide, enfin on se dit ça on sait on peut le faire en tout cas, enfin quand on est un petit peu, «éduqué» Ouais. entre guillemets et 2e truc, est-ce que parce que tu vois dans cette situation-là, clairement, c'est pas une personne dans la rue, Mmh c'est mh. un policier qui du coup a, tu vois, une certaine «force» entre guillemets par rapport à Mmh. moi, qui à tout moment, peut me dire, «Je vous embarque» ou machin. Mmh. Comment tu fais pour dans des situations là où tu es face à quelqu'un où Mmh. potentiellement il peut enfin, tu vois, ça peut avoir des répercussions sur toi aussi. Comment tu fais à ce moment-là pour, peut-être le Mmh. dire, mais sans que ça, tu vois, ça vienne un peu en crescendo pour toi aussi, quoi? Bah, après, c'est toujours un risque parce que même si toi, tu prends tes précautions, tu parles de manière posée, Ouais. tu utilises des techniques de communication non violente, On adore la communication tu non vois, par violente, exemple, tu mais elle utilises marche le pas avec tout le desk monde. pour donner un feedback. Tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, toi, ça c'est ce qui est dans ton contrôle, Ouais, dans ta zone de contrôle. Tu te dis, moi, je vais m'exprimer de cette manière-là, je vais essayer d'un peu calmer mes émotions ouais, et voilà, ouais. pour pas agresser non Oui, plus le c'est ça, pas policier. être dans Donc, voilà. l'agression. Mais même si tu fais ça, il y a un risque que lui, il pète un Oui, câble parce que tu ouais, remets en question son autorité. ouais. Et donc, c'est ça, les profs, les flics, ils n'aiment pas qu'on mette en question leur Non. autorité. Et donc, du coup, si lui, il est en fragilité, il risque de réagir de manière violente. Mais ça, Mmh. c'est pas dans ton contrôle. Donc, tout ce que de manière générale, ça se passe pas. Enfin, je veux dire, surtout si tu es Mmh. une femme blanche, il va pas te violenter, tu vois. Bon, à part maintenant avec Rodney Good, là, aux États-Unis, malheureusement, qui a été tué. C'est la première Mmh. fois, d'ailleurs, je crois, une des rares fois, en tout cas, qu'il y a une femme blanche qui se Ouais, fait tuer ouais. là, par ICE. Mais, mais en général, ça se passe pas et heureusement, on n'est pas à ce niveau-là Oui, de violence en Belgique ou en France. ouais. Et quand bien même il t'embarque au poste, ben, ça te fera une bonne histoire de podcast, tu vois? Je sais pas. Non, mais c'est vrai que du coup, tu vois, et ça, c'est toujours un peu une réflexion, qu'on se fait avec plein d'amis aussi quand on en discute. Ça demande du courage, je Ça trouve. demande du courage, mais par exemple, si on reprend ce cas-là, si tu as pas le courage à ce moment-là ou la force ou quoi que ce soit de réagir à ce moment-là, ou Ouais, tu as peur et c'est OK d'avoir peur, en ouais, fait, tu peux très bien ne serait-ce qu'envoyer un courrier après à la police, tu vois? En ouais, expliquant ce qui s'est passé, tu vois ce ouais, que je veux dire? Donc il y a plein de manières d'agir qui sont ouais. différentes, tu vois? Mais rester sans agir, je dis pas qu'il faut agir à chaque fois parce qu'on serait lessivé, on passe notre temps à Oui, faire ça. oui, Mais il faut se dire: «J'agis de temps en temps et là, c'est je ça, prends cette cause et j'y vais, quoi». c'est ça. Est-ce que tu penses que l'humour, ça peut être une bonne manière Ah oui, de le faire justement? ouais. Ouais, moi, j'utilise à fond l'humour, hein. Ouais? Ah ouais, ouais, ouais. C'est, vraiment le truc, surtout quand tu es au travail, en fait. Mmh. Tu vois le truc, enfin, juste, il y a pas longtemps, là, c'est dans le secteur comme je travaille aussi dans le secteur de l'énergie, c'est très technique, c'est aussi assez financier. C'est essentiellement des hommes plus Ouais, âgés j'allais que dire, c'est moi. fort masculin ça, C'est du vrai, coup? c'est des Mmh. hommes, enfin masculins, blancs et et tu vois, ça m'arrive en réunion, c'est que moi, quand je pose une question, en fait, le gars, il écoute juste pas ce que je dis. Il écoute même pas, en fait. Donc il va Mmh. répondre aux questions des autres, Mmh. de mes collègues hommes plus âgés. Mais moi, tout d'un coup, ma question, il a zappé. Waouh. Et du coup, tu es là et tu te dis et bon, alors mes autres collègues le captent parce que moi, je le reprends en rigolant. Je fais: «Ah bah tiens, vous avez oublié ma question» Mmh. et puis tu vois, de temps en temps, je vais placer: «Mais je ne suis qu'une femme», tu vois? Tu vois? Et là: «Ah oui, désolée», tu vois? Mmh. Tu as souvent ça, tu vois? C'est et ça me moi, j'utilise souvent ça. Mais: «Ah, vous attendez pas quelqu'un comme moi, ça Mmh. m'étonne. C'est quoi chez moi qui vous dérange?» Tu vois? Tu vois? Je rigole, ou bien, Mmh. quand j'étais, je me rappelle quand je travaillais encore, beaucoup en entreprise, je me retrouvais dans des comités de direction et ben, là, j'étais la plus jeune. Moi, c'est aussi la question d'intersectionnalité, hein, qui est Ouais. intéressante. C'est quelquefois, je me disais que je sais pas c'est quoi, en fait. Est-ce que c'est parce que je suis la plus jeune, que je suis, femme, d'origine étrangère, que j'ai le foulard, voilà. Oui. Et donc je me rendais compte, souvent, je suis dans un comité de direction, il y a que des hommes et puis on me regarde et fait: «Issane, tu prends note?»
Il faut savoir que moi, en plus, vraiment, je déteste prendre Oh, le note. cliché. Je déteste. Mais en plus, je déteste. C'est même pas un truc que je Oui. ferais. Et tu vois, je suis là, ah non, désolée, mais mon écriture, elle est trop dégueulasse, vous allez rien comprendre. Tu vois, je masque, tu vois, mais parce que tu vas pas tout le temps te battre aussi, Oui, tu vois. C'est ouais. fatigant. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est fatigant aussi de devoir tout le temps se battre. Mais je suis effectivement foncièrement persuadée que l'autodérision, Ouais, c'est quelque chose qui peut permettre de faire passer quand même ouais, le message tout en prenant un peu de distance pour c'est que. ça. Parce que tu as quand même un truc qu'on entend beaucoup Ouais. aujourd'hui. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Ah, ça m'énerve. On en parle de cette phrase où. Non, mais elle est horrible, cette phrase. Et moi, quand on me dit on peut plus rien dire, je fais si, tu peux dire tout ce que tu veux, juste tu peux pas blesser les gens. C'est compliqué, je sais pas, je comprends pas. Oui, on peut, tu vois, oui, tu peux dire ce que tu veux en fait. C'est juste arrête de blesser les gens, Ouais, réfléchir avant de parler en fait, tout ouais, simplement quoi. ouais. Mais c'est pour ça que au début je te disais, je me dis peut-être que quelquefois on a été un peu trop loin, tu vois. En fait, je crois qu'il y a un truc de et ça, c'est une conversation qu'on a souvent avec mes parents ou avec, tu vois, la famille des gens qui sont un peu plus âgés, donc qui ont je trouve qu'on a quand même un gap un peu générationnel Ouais, entre moi et mes parents parce que sur plein de trucs. Et c'est un peu ce truc de: «Ouais, mais nous, on a grandi dans ça. On nous a éduqués à ça. c'est ça, C'était notre normalité et là, vous êtes en train de tout péter c'est dans ça, tous les sens parce que vous êtes en train d'avoir des combats écologiques parce que le monde, et le climat va mal, environnementaux, sociétaux, économiques, tout ce qui est le wokisme aussi. Donc en fait, là, vous êtes en train de mener ouais, plein de combats dans tous les sens et nous, vous êtes en train de nous chambouler tous nos repères. c'est ça, Et donc quelque part, bah, oui, je suis d'accord avec toi, je pense peut-être que c'est peut-être trop d'un coup. ouais, Et en même temps, tous les combats sont tellement légitimes et tellement nécessaires et tellement importants aujourd'hui exactement. que comment on met le Mmh. curseur, comment on fait, par quoi on commence, Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment, enfin, moi, j'ai développé un modèle qui est, open, donc OPEN, avec, Ouais. donc l'ouverture, la patience, l'empathie et le fait d'être naturel. Et donc là-dessus, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé en gestion de changement. Je travaillais dans un grand groupe, Mmh. et voilà, j'ai aussi travaillé à l'étranger et tout. Et j'ai vu à quel point c'était important d'être patient. Moi, je ne suis pas patiente de nature. Vraiment, j'ai dû apprendre ça. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'allais trop vite. Mmh. Et en fait, ce qu'on veut faire dans la société, rendre la société plus ouverte, permettre à chacun de s'exprimer comme il le veut, de trouver sa propre identité et de vivre avec, bah, ça demande, c'est une gestion de changement, comme dans une entreprise, comme dans la société. Ouais. Et donc, du coup, on a besoin de patience. Si on veut aller trop vite, en fait, c'est important d'identifier, c'est quoi, comme on dit, les quick wins. Qu'est-ce qui est un truc rapide que je peux changer dès maintenant? Ouais. Tu vois, typiquement, un congé paternité, c'est un truc, tu peux te dire, bah oui, dès aujourd'hui, on peut élargir le congé paternité. Mmh. Ça Mmh. permet aux hommes de profiter aussi de leurs enfants et aux femmes de retourner au travail plus vite si elles le souhaitent. Ouais. Et du coup, tu réduis déjà une partie de l'inéquité salariale et professionnelle. Donc, tu as des choses comme ça qui sont rapides, et puis il y a des choses, changement culturel, ça prend du temps. Ouais. Et puis, il y a aussi l'empathie qui est importante. En fait, euh, et moi, j'avais vécu un épisode de cyberharcèlement, et je me rappelle une fois, j'étais interviewée par un podcasteur qui me disait, mais je comprends pas parce que tu te mets à la place des haters, de ceux qui t'ont attaqué. Et moi, je trouve que c'est important de toujours se mettre à la place Mmh. des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un m'agresse ou juste fait une remarque désobligeante, Mmh. ok, parce que quand on t'agresse, c'est plus difficile de se mettre à ta place. Mais c'est important. J'essaie de Mmh. comprendre quelle est l'intention derrière. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est important aussi pour pas être dans le jugement et repousser quelqu'un parce qu'il a dit cette phrase de travers, et cetera. Ouais. C'est quoi l'intention derrière? J'essaie de me mettre à sa place. Ça veut pas dire que Tu je juste cautionnes. justifie. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je peux être complètement en désaccord avec ça, Mmh. mais mieux comprendre la personne, C'est ça. ça m'aide justement même Ouais. à dialoguer avec elle, tu vois? Ouais. Et justement, il y a un peu ce truc, mais en fait, moi, je peux pas imaginer parce que enfin, toi, tu vois, la discrimination en tant que femme, je la connais, mais le racisme ou peut-être l'agisme un petit peu Mmh. aussi. Mais donc, il y a quand tu cumules Ouais. les discriminations, à quel point c'est dur. Mais le truc, c'est que tu catégorises pas parce que tu es cette personne-là. Tu Ouais. vois? Tu as plusieurs identités qui font une identité, qui font que tu es une personne. Discriminer, quoi. Ouais, Ouais. indiscriminé. Et donc, c'est pour ça, enfin, quand je disais l'épisode où un homme n'écoutait pas mes questions, après je rigolais avec mes collègues et ils me disaient: «Oui, tu crois que c'est parce que tu es une femme?» Et un autre, il dit: «Non, mais c'est parce qu'elle est arabe. Non, mais c'est parce qu'elle est foulard. Non, mais c'est parce qu'elle est plus jeune». Je dis: «Les gars, c'est sûrement un peu de tout». Ouais, c'est Enfin, ça. tu vois? Ouais, ouais, Je veux dire, dans le cerveau du gars, là, il savait, je pense qu'il sait même pas ce qui s'est passé, c'est tu ça. vois? C'est Ouais. juste, il m'a vu, OK, elle, je la considère pas, tu vois? Comment tu fais, toi, pour vivre avec ça au quotidien et te dire que c'est OK et que enfin, pas c'est OK, mais Mmh. bah, tu vois, le truc de bon, bah, le monde, il est là comme ça.
j'ai envie qu'ils changent, je veux contribuer à ce changement et tu le dis en accompagnant les femmes, en t'engageant dans la politique, dans les entreprises. Mais comment tu fais au quotidien pour quand même que ça soit supportable pour toi? Tu le disais tout à l'heure, je suis bien parce que c'est un choix d'être heureux aussi. Donc, comment tu fais, toi, pour te dire, Ouais. tu vois, c'est ça ma vie, mais c'est OK et j'essaye de la changer, mais sans que ça me rende malheureux au quotidien. Parce que tu as Exactement. aussi des gens qui, du coup, sont discriminés et en sont extrêmement malheureux tout le temps. Ouais. Donc, comment on fait pour se sentir mieux, peut-être? Je sais pas si. En fait, on se protège. Moi, après, j'ai eu un épisode où vraiment je me suis renfermée sur moi-même, tu vois, parce que j'ai vécu trop de violence à la fois et c'est là que j'ai écrit mon livre, C'est pas personnel. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé des alternatives. En tout cas, j'ai trouvé ma thérapie qui était l'écriture. Aussi le sport, aussi la nourriture, malheureusement. La bouffe La compensatoire bouffe, émotionnelle, exactement. est-ce que tu connais? J'aimerais bien faire partie de ces gens qui, quand ils stressent, ils maigrissent. Moi, quand je stresse, je mange. Pareil. Je me dis, au moins, ça sert à quelque chose, quoi. Mais voilà, moi, quand je stresse, ça sert vraiment à rien. Mais donc, j'ai eu un moment vraiment d'homme où je me suis renfermée sur moi-même en me disant le monde est mauvais, donc je préfère rester avec mon livre. Et puis après, quand je commençais à en ressortir, je me suis rendu compte que finalement, la plupart des gens sont bons. Hem Et il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais c'est pas une majorité, ça reste une minorité. Ouais. La plupart des gens sont bons et quand je dis les gens sont bons, ça veut pas dire qu'il faut pas de microagression, qu'il faut tu vois, par exemple, quelqu'un qui me fait une microagression, je le considère pas comme mauvais, je le considère pas forcément comme raciste, OK? Ouais. Mais les gens ont envie de bien faire, ils ont envie d'être gentils avec les autres, de manière générale. Ouais. Et donc ça aussi, ça aide. Et puis après, je me dis, je comprends que ce qu'on attaque, c'est pas moi. OK? Ouais. Tu vois? Et bon, ça, c'est le titre de mon livre. C'est pas personnel. C'est pour ça que moi, c'était le titre. J'avais des maisons d'édition qui voulaient le changer. J'ai dit non, je vais C'est ailleurs parce que celui-là. c'est pas personnel. Ouais. C'est pas facile à comprendre, mais c'est pas personnel. Et même dans les relations, quelquefois conflictuelles, au travail ou quoi, on a ça où il faut se rappeler, en fait, c'est pas personnel. Ouais, c'est ça, on prend la chose pour C'est soi-même. pas moi qui est en train d'attaquer. C'est mon image, c'est l'idée, c'est ce qu'il pense que je suis. Tu vois? Parce que quand tu regardes quelquefois, surtout avec les réseaux sociaux, tu vois des commentaires, tu te dis: «Mais pourquoi il a autant de haine contre moi, lui?» Enfin, il m'a jamais rencontré. Alors que pas. oui, ce fameux truc des haters là, Ouais. tu te dis, moi j'ai eu droit à mes premiers haters là parce que j'ai sorti une chanson, tu vois, et du coup la vidéo a fait un peu de bruit et tout parce que je l'ai sponsorisée aussi un petit peu pour que ça fasse un peu du bruit. Et là j'ai eu mes premiers un peu trolls, tu vois, qui mettent des trucs et genre tu sais qui te jugent sur ton physique ou des trucs comme ça et t'es là, bon. En fait, c'est là où tu dis, bah oui, c'est pas personnel, c'est pas toi, c'est ça. pas ton identité, c'est quelque chose de plus large et de structurel. Exactement. Mais c'est parfois compliqué ça à comprendre, je pense. Ouais. Mais je trouve qu'une fois qu'on l'a compris, enfin moi, par exemple, je suis vraiment en paix par rapport à ça. C'est que j'ai repris complètement ma liberté d'expression. Je dis ce que j'ai envie de dire. Si on a envie de m'attaquer, on m'attaque et je suis libre, tu vois? Et je me dis cette liberté, elle a pas de prix et donc aujourd'hui, de temps en temps, je vais parce que c'est essentiellement sur X qui s'exprime, un peu sur Facebook ou Insta, mais franchement pas beaucoup. Mais tu vois, je vais de temps en temps dessus et je regarde surtout sur X où ils s'excitent vraiment comme des malades et je me dis: «Oh, oh c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai ça? Ah bon, je savais pas». Et tu vois, je découvre des trucs sur moi, en fait, c'est ça qui est super impressionnant. Et je découvre aussi un super pouvoir, en fait, selon certaines personnes, j'ai un pouvoir d'influencer la société entière. Mais c'est magique, quoi, tu vois? Non, mais ce serait bien, tu vois. Mais c'est ça que je me dis, mais donne-le-moi, c'est vrai, j'ai autant de connexions, mais si seulement, tu vois? Ouais, ouais, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que c'est un travail de lâcher prise à faire et justement, moi, j'ai un peu ce truc aussi parfois de vouloir changer le monde parce que Ça, c'est le complexe la sauveuse, mais ça. c'est ça le complexe de la sauveuse et de se dire aussi, bah, le monde dans lequel on vit, c'est pas le mien. Enfin, j'ai pas envie que ce soit le mien. J'ai pas envie de, si un jour j'ai des enfants, leur dire, voilà, ça, c'est ça qu'on a créé pour vous, tu vois. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles je me reconnais pas. Et donc, cette envie de changer le monde, justement, de faire bouger les lignes et tout ça, bah, à un moment donné, quand tu vas dans le truc de la sauveuse, ça te bouffe plus qu'autre chose. Ouais. Comment on fait pour mettre le curseur entre, bah, moi, je cautionne pas le racisme, le sexisme, l'homophobie, tu vois, toutes les discriminations, c'est des choses que je ne comprends pas humainement et donc qui forcément vont me poser problème quand je les vois et où je me dis: «Mais ça doit changer». Mais en même temps, comment tu fais pour te dire: «Bah, j'ai envie d'agir pour un monde meilleur» sans, tu vois, mettre le curseur de la sauveuse justement et de se dire: Ouais, c'est ça. où est-ce qu'on met ce curseur-là? Comment tu fais toi pour t'engager sans que ça te «bouffe» entre guillemets, quoi? Franchement, j'ai
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus et j'ai d'ailleurs écrit un article qui s'appelle Le piège de la survisibilité militante qui est paru Mmh. dans un ouvrage collectif dans les presses universitaires. Et là-dessus, ça m'a aidé aussi de mettre sur papier un peu c'est quoi, parce que quand on est engagé, parce que moi, on m'a très vite appelée militante, alors qu'en fait, par exemple, moi, je suis pas le genre à aller aux manifs parce que je j'aime Ouais. pas qu'il y ait trop de gens autour de moi, j'angoisse, en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis pas le genre à aller faire les manifs, mais je trouve ça super utile, les manifs. Ouais. Donc je remercie les manifestants et les manifestantes, mais mais c'est pas mon truc. Et donc moi, j'ai décidé, les militants, c'est les gens qui vont dans la rue et qui gueulent. Mais en fait, moi, je suis pas de Ouais. ces gens-là. Et donc au début, j'ai eu du mal même à accepter le mot militante. Puis je me suis dit: «Oui, en fait, oui, je suis militante parce que je milite pour une meilleure société». Ouais. Mais ça a un coût et donc il faut pouvoir l'accepter Mmh. et accepter aussi, tu vois, tu as le complexe de sauveuse que j'ai complètement, mais aussi le FOMO, tu vois? Fear of missing out, en Ouais. se disant: «Je dois être partout tout le temps parce que sinon» Mmh mh. et ça, c'est la maternité, moi, qui m'a aidée. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu es crevée, j'avais ma première fille, elle dormait Ouais. pas. En fait, tu sais plus physiquement et Ouais. donc tu apprends à faire des choix et être à l'aise avec ça. Tant pis, j'aurais loupé quelque chose. Ouais. Et moi, il y a aussi un autre truc qui m'aide souvent, c'est je pense souvent à la mort et je me dis: «Si je meurs demain, Ouais. est-ce que je serai contente de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui?» Mmh. Tu vois? Alors, Ouais. tu seras jamais à 100 contente, mais Non. je me dis: «It's good enough», tu vois? Mmh. Tu vois? Je pense qu'il Mmh. faut accepter aussi, de se satisfaire aussi de ce qu'on fait, tant qu'on fait des efforts et Mmh. qu'on fait ce qu'on peut. Se dire: «OK, j'aurais impacté telle ou telle personne, j'aurais aidé telle ou telle personne, c'est assez», tu vois? Ouais. Je serai pas Martin Luther King, mais voilà, tu vois? Ouais, ouais. OK. J'adore. C'est hyper inspirant. Mais le temps, file, hein, parce que là, on a fait un petit peu trop. Heu, donc je vais m'arrêter là dans mes questions, mais moi, je resterai tout l'après-midi avec toi à te poser des questions. Une dernière qui est la question un peu signature du podcast. Donc, ce monde qui change, qui est en mutation, qu'on sait pas trop où il va pour l'instant, qui est un peu anxiogène à pas mal d'égards, fait que le monde du travail doit changer. Mmh En mh. tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose là qui veut Mmh mh. bouger, mais qu'il y a un peu de réticence Mmh. à changer. Et selon toi, à quoi il devrait ressembler le travail de demain pour qu'on Mmh. s'y sente tous mieux, de manière plus durable à la fois pour l'humain et pour l'environnement? Moi, déjà, ce qui m'a fait quitter le salariat, c'est les horaires. Mmh. En fait, les horaires, c'est une grande privation de liberté, hein, Oui. on s'en rend compte, mais et il y a 2 ans, à un moment donné, je recherchais, je me disais: «Ouais, c'est quand même galère l'entrepreneuriat», j'avais pas de clients, je Ouais. pensais que ça y est, j'avais un bon réseau, que j'allais très vite trouver mes clients et tout et je galérais et donc du coup, bah, si tu as pas de clients, tu as pas d'argent, en fait, Oui. mais par contre, tu as tes taxes à payer, ça et ton comptable et tout ça, Oui, voilà. ça, oui. Ça, ah oui. Ça change pas et du coup, on m'a proposé un job et j'avais l'impression d'être enfermée. C'est Mmh. vraiment j'ai eu un tu vois, j'étais vraiment en mode: «Surtout pas m'enfermer encore dans un contrat Mmh. de travail avec Mmh. des horaires» et pourtant je travaillais beaucoup, je travaillais sûrement plus que quand j'étais Ouais. salariée. Mais c'est juste je crois que le monde du travail doit être beaucoup plus libre Ouais. et il y avait, à un moment donné, dans un département où j'étais, j'avais beaucoup cette liberté-là, en fait. C'est-à-dire, bon, c'est pas tu travailles quand tu veux, mais si tu arrives plus tard, tu rattrapes le soir ou quoi, enfin, on s'en fout, en fait, tant que tu Ouais, as fait c'est ton ça. travail. Donc pour moi, il y a déjà cette question d'autonomisation des employés. Ouais. C'est pas pour toutes les fonctions. Là, je parle surtout de fonctions cadre, en fait, parce Oui. que, voilà, s'il y a un guichet, ben, il faut être là à Oui, l'heure, c'est c'est ça. normal. Ouais. Et Ouais, donc je crois que l'ouvrier derrière la machine, malheureusement, voilà et c'est ça. lui, il peut pas arriver plus tard, C'est ça, ouais. mais je pense par contre qu'il y a un gros problème aussi entre les horaires scolaires et les horaires professionnels. En fait, il y a un truc qui est pas normal, tu Oui, vois, quand tu y penses, tu vois? ouais. Donc je crois que ça aussi, il faudrait revoir, Mmh, mmh. je sais pas, est-ce qu'il faut moins travailler, plus mettre les gosses à l'école? Les profs seront pas contents, mais tu vois, il y a quand même un truc qui est pas normal. Ouais. Et donc pour moi, c'est surtout en fait et je vois des entreprises franchement où ça fonctionne quand même bien. Mmh. C'est-à-dire que si elles ont cette envie de faire en sorte que leurs employés soient plus heureux et il y a des études qui démontrent, que les employés plus heureux vont produire plus, donc en Ouais, fait tout le monde y gagne, ouais. bah, souvent, enfin ça peut bien se passer, tu Mmh mh, vois? mmh. Donc je crois qu'il y a vraiment cette question, enfin pour moi qui est fondamentale, c'est la question de la liberté, quoi. Ouais. C'est essentiel comme valeur et c'est ça qui me manque aujourd'hui de manière générale dans le travail. Mmh. Parce que si on veut donner aux gens la liberté, ben, les gens ils vont créer, aussi. Donc moi, les moments où j'ai Mmh. été ultra créative, où j'ai créé des choses, c'est quand, j'avais moins de charge mentale et j'étais pas au bureau. Ouais, Tu vois? ouais. J'étais en train de marcher, dehors, regarder les canards. J'ai eu beaucoup d'idées en regardant les canards. Mais voilà quoi, c'est surtout ça, je crois, qui serait essentiel, quoi. Ouais, plus de liberté et je pense qu'on va finir du coup cet épisode, Ouais. sur ça. Issane, merci beaucoup et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, de pas me perdre. Mmh.
J'aime bien cette phrase. Bah, du coup, on va te souhaiter de ne pas te perdre. On va souhaiter à nos auditeurs aussi de ne pas se perdre. Et moi, je mettrai en description de cet épisode tous les liens. Tu as parlé de tes bouquins, donc je mettrai les liens si nos auditeurs veulent un petit peu retrouver ce que tu fais, ton travail et où te trouver toi. Je mettrai tout ça en description de cet épisode. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi. pris ce temps avec moi. Et pour vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a donné envie d'agir, vous a donné envie de le partager aussi. N'hésitez pas à toujours partager, commenter, relayer. Partager. On adore. Donc, merci à vous aussi d'être restés jusqu'au bout. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.